Ah, bonjour Jean-Pierre. Bonjour Benjamin. Comment vas-tu? Bah ça va? Tu viens apprendre des choses? Je viens surtout déguster quelque chose. Qu'est-ce que tu as en cave en ce moment? Bah écoute, c'est bien que tu en parles parce que j'ai un magnifique pouer, tu vas m'en dire des nouvelles. Pouer? Qu'est-ce que c'est que ce vin? Je ne connais pas. Ah, tu es venu pour du vin? Mais je saurais pas t'aider, moi j'y connais pas grand-chose en Mais vérité. c'est pas sorcier. Écoute, je vais te montrer. Tu veux donner un cours? Bah si tu veux. Allez, c'est parti, en binôme alors. Ça sera intergénérationnel. C'est parti. Alors dis-moi Jean-Pierre, quand est-ce qu'est apparu le vin? Plus de 3000 ans avant Jésus-Christ. Et c'est surtout les Romains et les Grecs qui l'ont développé et qui l'offraient aux dieux. Dionysos chez les Grecs et Bacchus chez les Romains. Bien sûr. Le thé, c'est pas tout jeune non plus, figure-toi. On remonte ses origines à l'année 2237, avant Jésus-Christ, où l'empereur Shenlong se serait assoupi sous un théier et aurait découvert, du coup, le thé, un grand arbre. Un arbre? Mais je croyais que le thé, eh bien, ça poussait dans des buissons. Ah, détrompe-toi. Le théier peut pousser jusqu'à 10 mètres de haut. C'est une variété de camélia. Bah oui, assez remarquable, je dois dire. Mais la vigne, ce n'est pas mal non plus. Encore faut-il que de bonnes conditions soient réunies. Tout d'abord, il faut un climat favorable. Il existe certains microclimats favorisant une bonne viticulture. Alors, il faut de l'azote, du potassium, du calcium. Le théier, lui non plus, ne pousse pas n'importe où. Une bonne hygrométrie, une température plutôt raisonnable et surtout un sol acide. L'acidité peut se mesurer à l'aide de cette échelle très simple d'utilisation. Alors que la vigne est plus polyvalente en termes de sol, car elle tolère un pH situé entre 4,5 et 8,5, les camélias, eux, préfèrent un pH acide, entre 5,8 et 6,5. C'est notamment la décomposition de la matière organique qui va acidifier les sols. A contrario, certains minéraux peuvent faire baisser l'acidité d'un sol, le rendant ainsi alcalin. C'est le cas du calcaire, par exemple. C'est bizarre que tu parles de calcaire, puisqu'il s'agit peut-être d'une des composantes caractéristiques de certains terroirs, tout comme l'argile. Et bien dans le thé aussi, cette notion de terroir est très présente. Alors, en fait, c'est une belle alchimie entre les miracles de la nature et le savoir-faire de l'homme. En parlant de savoir-faire, où commence-t-il avec le vin? Dès la sélection et la création des cépages. Les cépages. Eh oui, le cépage est un type de plant de vigne cultivé. Il est caractérisé par ses particularités biologiques. C'est le produit en fait d'un pépin à la base. Si l'on veut le reproduire tout en gardant ses caractéristiques, on ne peut le faire que par voie végétative, c'est-à-dire bouture, micro-bouture ou greffe. Ah, c'est donc l'équivalent du cultivar pour le théier. Parce qu'en fait, pour le théier, on choisit un individu, un théier aux caractéristiques intéressantes. On en prélève une branche qu'on va replanter pour obtenir un clone. C'est effectivement le même principe. Pour le thé, il s'agit donc de Camellia sinensis. Et effectivement, suivant le cultivar, on va préciser Camellia sinensis Yabukita, si on prend l'exemple du cultivar le plus répandu au Japon, Yabukita. Alors, dans le vin, on rencontre soit des monocépages, soit des assemblages. Par exemple, en Bourgogne, on travaille en monocépage avec le chardonnay pour le blanc et le pinot noir pour le rouge. Alors que dans le bordelais, il y a l'assemblage de quelquefois 3 cépages. Un des records en France, c'est le Châteauneuf du Pape, qui peut aller dans son AOC jusqu'à assembler 13 cépages. 13 quand même. Ouais. Effectivement, il existe la même tendance pour le thé. Tu vas avoir soit le single, qui va être un monovariétal également, soit effectivement un blend, du mot anglais mélanger, le blend, le mélange. Et là, ça va être une composition de plusieurs cultivars ensemble. Mais alors, comment on obtient les différentes couleurs de thé? On parle de thé noir, on parle de thé vert, on parle de thé blanc. Alors, les couleurs de thé, elles sont toutes issues de la même plante. Donc c'est vraiment la transformation qui va créer les familles de thé, donc la main de l'homme. Pour le vin, la couleur ne dépend pas du tout du raisin, mais elle dépend du temps de macération. Un vin rosé ne restera que quelques heures en macération, un vin rouge peut rester plusieurs jours. Et le jus en cuve doit être mis en contact et avoir des échanges avec les parties solides du raisin. Pour obtenir un vin plus clair, on ne les mettra ensemble que quelques heures. D'accord.
alors qu'un vin rouge pourra rester de plusieurs heures à plusieurs jours. Alors pour le thé, c'est une question d'oxydation. C'est pour ça qu'une fois qu'on a cueilli les feuilles de thé, il faut choisir très rapidement quel type de thé on veut en faire. Pour le thé blanc, par exemple, il s'agit d'un flétrissage qu'on va tout de suite mettre en place. Par contre, pour un thé vert, il faudra une cuisson aussitôt pour empêcher l'enzyme responsable de l'oxydation d'agir et de concentrer l'oxydation. Enfin, pour un thé oolong ou un thé noir, là, on va provoquer une oxydation partielle pour le premier et totale, complète pour le second. D'accord. Donc dans les deux cas, l'intervention de l'homme est capitale. Systématiquement, et ce, dès la cueillette, en vérité. Eh oui, pour le vin, c'est pas la cueillette, ce sont les vendanges. Ah, Et elles ont lieu en fait en septembre dans la majorité des cas, et elles sont souvent faites à la main. d'accord. Et pour le thé, ça se cueille comment? Eh bien écoute, le thé, il y a plusieurs récoltes qui sont possibles par an. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'un grand cru, c'est vrai qu'on va surtout concentrer ses efforts sur la récolte de printemps la plus prestigieuse, qui peut aller de mars à mai, suivant les pays et les régions. Cette récolte-là est exclusivement faite à la main pour les plus grands crus. Après, il existe aussi des cueillettes en machine, suivant les pays producteurs, qui ne sont pas forcément moins qualitatives. Eh bien, pour les vignes, chaque année, on travaille les vignes à la fin du printemps. En fait, on élimine toutes les grappes naissantes qui sont en surplus afin de respecter les quantités produites par hectare qui doivent correspondre à la l'AOC. Et on doit également éliminer les feuilles qui empêcheraient le soleil de faire mûrir le raisin restant. C'est pareil pour le thé. On a cette notion-là. Aux abords de l'hiver, on va créer une sorte de taille qui va permettre de bien régénérer pour préparer la cueillette de printemps. Alors, en parlant d'hiver, le gel et le théier, ça donne quoi? Alors, ça dépend des cultivars. Il y en a qui sont connus pour être plus résistants effectivement au gel. Maintenant, si le gel est prolongé, ça ne fera jamais bon ménage. Alors, c'est pareil pour la vigne, mais la vraie hantise des viticulteurs, ce sont les maladies et les parasites. Le phylloxéra, qui est le fléau le plus important, a décimé la plus grande partie de la vigne en France à une époque. Alors, dis-moi, quelles sont les étapes clés pour obtenir un bon vin? Après les vendanges, on procède d'abord à l'éraflage qui consiste à séparer le raisin de la rafle. Puis on met le raisin en cuve, c'est la cuvaison. Celle-ci va fermenter. Le jus va se transformer en alcool, c'est la fermentation alcoolique. C'est une période qui est très délicate où le viticulteur doit surveiller au jour le jour l'évolution. Pour le vin, l'élevage en barrique est une étape très importante. Dans les grands crus, le minimum serait de 2 ans en barrique habituellement. S'il s'agit d'un monocépage, pas de problème. S'il s'agit d'un assemblage, c'est après cette période que l'on va procéder à l'assemblage des différents cépages. Et on va faire appel le plus souvent à un œnologue. Après sa mise en bouteille, il faut savoir que le vin va évoluer d'une manière constante, conservé dans les meilleures conditions. Il existe la même logique d'affinage pour certains thés, notamment les puers que j'évoquais tout à l'heure quand tu es arrivé. D'accord. Il s'agit de thés qu'on appelle thés sombres, qui sont parfois millésimés, comme pour le vin. Et on peut en stocker certains, pareil dans des conditions optimales, sur plusieurs années, voire plusieurs décennies. D'ailleurs, pour ce qui est du vin, combien de temps se garde une bouteille? S'il s'agit d'un vin rosé, c'est simplement quelques années. S'il s'agit de vin rouge, on peut aller de quelques années à 15, 20, 25 ans. Pour trouver le meilleur thé, il n'y a rien de mieux qu'un bon comptoir de thé, là où un spécialiste passionné pourra vous conseiller. Et pour ce qui est du vin, qu'en est-il? Le vin, on peut déjà l'acheter à la propriété. Et l'avantage, c'est qu'on peut le déguster sur place. On peut aussi aller dans un magasin spécialisé. Dans ce cas, il faut choisir un bon professionnel que l'on connaît, en qui l'on a confiance. On peut aussi goûter le thé parfois directement dans les plantations, mais malheureusement, on voit un phénomène qui est assez marquant, notamment à Darjeeling, c'est que beaucoup de plantations de thé réservent toute leur quantité de thé à l'exportation. Donc vous arrivez sur place à Darjeeling et vous buvez un thé, par exemple, d'une autre région d'Inde et non pas le thé local.
Et en France, puisqu'on parle de région viticole, enfin, les vins les plus importants sont classés. Pour les Bordeaux, par exemple, le classement a eu lieu en 1855 à la demande de Napoléon III pour l'exposition universelle qui se tenait en France. Il y a des concours pour le thé, justement, pour pouvoir les classer. Il y a au Japon des concours notamment qui récompensent ce qu'on appelle les Temomicha, qui sont le témoignage du meilleur de la tradition japonaise en termes de savoir-faire autour du thé. Il s'agit de thés qui sont entièrement réalisés de A à Z à la main, jusqu'au roulage une à une de ces précieuses feuilles. À Darjeeling, les appellations et les jardins sont aussi très contrôlés, parce que d'un jardin à l'autre, le prix du thé peut doubler juste avec le nom du jardin. Maintenant qu'on a parlé de la grappe et de sa transformation, on arrive au verre. Alors dis-moi comment ça se passe pour la dégustation. Eh bien, le vin peut être dégusté seul, mais le plus souvent, on parle de gastronomie, car le vin accompagne un repas. Il y a cette même chose qui se développe autour du thé, et j'espère que ça continuera à se développer, associé à un thé, un mets. Et si nous passions de la théorie à la pratique? Avec plaisir, tu m'enlèves les mots de la bouche. Eh bien, allons-y. Donc c'est parti, on va commencer par le thé, parce qu'il va être moins tannique que ton vin, je pense. Donc on va déguster un thé, et figure-toi qu'on ne va pas déguster n'importe quel thé. On va déguster un thé français. Un thé donc qui a été produit en France. Tiens. Comme on parle de produits de terroir, on va comparer un thé français avec un vin français, bien sûr. Eh ben ça... Une dégustation dans le thé, on a l'avantage sur vous de pouvoir profiter de deux autres étapes, que sont l'examen des feuilles sèches et l'examen des feuilles humides. Vous, forcément, le raisin qui a été utilisé, tout ce qui peut en rester, vous ne le verrez jamais. Tandis que nous, les feuilles, comme on prépare le thé, une dégustation complète commence déjà par l'examen des feuilles sèches. Et après, donc, on passe à ce qu'on appelle la liqueur. Également, pour le vin, on utilise le même type de vocabulaire. C'est un thé qui est très clair, il s'agit d'un thé blanc. Qui vient de la fleur. Qui vient surtout des premiers bourgeons de printemps. D'accord. Mais le théier ne fleurit en fait qu'à l'hiver, à la fin de l'automne, début de l'hiver. Voilà. Donc en fait, c'est les premiers bourgeons, après comme on a dit tout à l'heure, des tailles successives, c'est les premiers bourgeons les plus vigoureux, donc qui vont contenir le plus de propriétés intéressantes au niveau de la dégustation, le plus d'arômes, de saveurs. On va d'abord regarder cette liqueur, l'iris, l'aspect visuel. J'ai un petit nuancier, et là on est sur un jaune très clair, très pâle, ce qu'on appelle parfois le jaune de Naples. Donc très joli jaune de Naples ici, et effectivement il y a des légers dépôts, tu peux voir effectivement des petites particules en suspension. Et il s'agit du duvet des feuilles. On va pouvoir sentir. On est quand même ici plutôt sur quelque chose de légèrement floral, qui fait un peu penser à des plantes un peu sèches, un petit peu comme des tisanes. L'habitude de tourner le vin pour le faire ressortir. C'est ça, les arômes. On va goûter maintenant, faire marcher le palais. Il y a un joli démarrage, légèrement sucré, floral. C'est très floral, très frais, avec un peu d'amertume en bouche. Tout à fait, ouais. Et une persistance. On a la persistance un peu de cette amertume après. En fait, cette sensation-là, on l'appelle l'astringence. Ça assèche légèrement le palais. Et c'est une marque typique de beaucoup de thé blanc. Comme les feuilles ont été assez peu travaillées, les tanins ne sont pas transformés, donc ils gardent une couleur très claire, mais pour autant ils sont très présents dans la liqueur. Et c'est ces tanins-là qui vont assécher la bouche. Dans le vin, évidemment, on ne recherche pas ça du tout. Parce qu'on recherche à ce que les tanins soient fondus. Ils doivent être présents parce qu'ils vont donner le corps au vin, Mais pas trop. Pas trop. Là, ce que j'aime beaucoup, c'est cette persistance qui reste, avec une saveur très douce en finale. Ça flirte effectivement avec une légère amertume, mais tout en douceur et dans la longueur. Et c'est vrai qu'on a une longueur quand même. Thé français, mais de quelle région? Alors, celui-ci provient de Bretagne. Voilà. On fait du thé en Bretagne. Et oui, on fait du thé en Bretagne, on fait également du thé dans le Perche et dans d'autres régions de France, donc il y aura plusieurs vidéos qui parleront de tout ça. On reviendra dessus sur la chaîne, bien sûr. Mais voilà, c'est ta première fois pour un thé français, donc je suis content de le partager avec toi. Eh bien oui, moi aussi. Me vient une idée. Dis-moi. Si jamais on gardait les feuilles de la vigne et qu'on les infusait, je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Et ça serait une idée à creuser, un beau rassemblement des deux univers.
Écoute, c'est à tenter. Je pense qu'il y en a qui ont déjà essayé. Je vais mener ma petite enquête sur la question. C'est ce genre de choses qui nous intéressent, les curiosités. On va pouvoir passer sur le vin alors. Ça va être ton tour. Eh bien, on va déboucher cette bonne bouteille. Allez, c'est parti. C'est formidable de voir un amateur de thé ouvrir une bouteille de vin. Ça m'arrive, hein. Alors, je vais juste mettre une quantité nécessaire à la dégustation, pas plus. Hein. Là, malheureusement, nous allons être obligés de le boire, Ah, c'est puisque vraiment nous dommage. n'avons pas de crachoir. Déjà, on va regarder l'aspect visuel. Alors, ce vin, comme tu vois, vin rouge qui est assez foncé, on dira qu'il est pourpre, et pourpre assez soutenu. Son intensité est assez forte. Il est limpide, quoi. Il est brillant. Alors maintenant, on va aller à l'aspect olfactif du vin. Alors, on va regarder tout d'abord l'expression aromatique du vin. On voit que c'est un vin qui est parfumé, une expression aromatique assez intense. Ouais, c'est clair. On va voir sa finesse aromatique. C'est un vin qui est assez typé. Il a des arômes assez complexes. On va passer à la dégustation elle-même. Oui. On va distinguer les arômes en plusieurs catégories. Les grandes catégories, en gros, sont tout ce qui est végétal, fruité, minéral, empyromatique, c'est-à-dire tout ce qui est goût d'un peu de brûlé, chocolat, café torréfié, etc. D'accord, notre torréfaction. Épicé, etc. Eh bien, ce vin, il fait penser surtout aux fruits noirs, qui est typique des Médocs, avec une connotation de cassis assez prononcée, et d'épices également. Et c'est un vin, au point de vue de l'équilibre, qui est assez corsé, qui est charpenté, qui quand même a des tanins fondus, assez fondus. Donc il est rond, c'est-à-dire qu'il ne va pas créer une astringence qui va se sentir au niveau du palais. Bon, sa puissance aromatique est assez forte. Et enfin, on peut dire qu'il a une certaine persistance gustative. Et quand on le prend, on regarde qu'il a quand même une assez jolie finale, qui est corsé au palais. Voilà. Donc, c'est pas un grand vin, mais c'est quand même un vin excellent que l'on pourra boire sur un rôti, un gibier. Il est tout à fait capable de supporter ça. Bah, nous aussi, on est capable de supporter ça, et même avec un grand plaisir. Pour terminer sur cette dégustation, c'est vraiment très intéressant de voir toutes les similitudes entre le thé et le vin. Jusque dans la dégustation, tu évoquais les familles aromatiques. On a pareil, la même chose. On a une note boisée, on va avoir nous ce qu'on va appeler une note pyrogénée, donc justement autour du torréfié, du grillé, du fumé. Nous, on aura les notes végétales qui seront très présentes forcément avec les thés verts. Donc jusque dans la tasse et donc dans le verre, par analogie, nous avons des similitudes assez criantes et j'ai trouvé ça très intéressant d'évoquer tout ça avec toi dans le cabinet des curiosités. Ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est dans le thé, tout est en finesse. C'est-à-dire que le vin, on a un produit de caractère, alors que dans le thé, on a quelque chose de très fin. Et aller rechercher au niveau du thé, ses qualités et tout, eh bien, est très pointu, très fin. Au niveau du vin également, mais c'est beaucoup plus présent que dans le thé. Voilà. Alors donc, l'alliance des deux est bon, et je pense qu'il faut savoir apprécier les deux pour s'offrir le plaisir de la vie. Exactement. Et c'est sur cette belle phrase que nous nous quittons. Jusqu'à la prochaine leçon du cabinet des curiosités. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode et je vous dis à la semaine prochaine.